Et salut à tous et salut à toutes, on est lundi et le lundi, messieurs, c'est Time Out, la première émission radio 100% NBA. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent un peu plus chaque jour sur les réseaux sociaux et tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux en podcast chaque semaine. Merci à vous. Je suis bien entouré avec ma Dream Team cette semaine, Léo Stali, Antoine Delplanque, Emmanuel Pierre, Thomas Borval, Samuel Zaguri. Messieurs, comment ça va ? On est nombreux en studio, vous êtes tous là ce soir. Là, ça va beaucoup mieux depuis que les Spurs se sont remis à gagner. Yeah. C'est la folie dans le studio. C'est la folie, ouais. C'est vrai qu'on a passé une bonne semaine NBA. Au sommaire, beaucoup de choses à se dire encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct. On va parler de 3 équipes qui déçoivent un petit peu depuis le début de la saison. San Antonio, Portland, Orlando. Alors bien évidemment pas pour les mêmes raisons, ça va être intéressant d'en débattre. Lilian Bordron, que vous connaissez peut-être comme Blazer France, sera avec nous en plateau justement pour parler de son équipe. Et puis les gars, je sais que c'est un débat qui vous tenait beaucoup à cœur depuis l'année dernière. Devin Booker, Karl Anthony Towns, on va parler de ces 2 talentueux joueurs, alors pas pour les opposer cette fois-ci, comme on l'a souvent fait, on va essayer de parler un petit peu de leur réussite actuelle. Ça va être intéressant d'en discuter en deuxième partie d'émission. J'espère que ça vous va comme programme. On est parti pour le temps mort le plus loin de NBA, c'est parti pour une heure de Time Out. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et de son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. Et avant de se lancer, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Timeout on air, le tiré du 8, le petit tiré en bas. Sur Facebook, Timeout-NBA, le tiré d'en haut cette fois-ci. Et sur Instagram, Timeout NBA Podcast. On vous attend pour réagir et commenter avec nous toute l'actualité de la NBA. Justement, l'actualité NBA, Léo, je vais te laisser la parole pour les news de la semaine. Comme d'hab, tu nous proposes un petit tour de l'actu NBA. Et si je dis pas de bêtises, pas mal de changements à venir dans les années à venir. Je spoil pas, je te laisse la parole. On commence ces news avec Rajon Rondo qui se mange une amende de $35,000. Alors, je ne vous apprends rien, le meneur des Lakers est un habitué des altercations et autres scandales. On se souvient l'année dernière de l'histoire du crachat sur Chris Paul dans une rencontre qui opposait les Rockets aux Lakers, et cette fois il a choisi le Thunder vendredi dernier. Alors pas de clash numéro 2 avec CP3, cette fois son backup Dennis Schroeder qui a été ciblé par Rondo. Rondo a en effet tenté de lui donner un coup de genou dans l'entrejambe pendant le 4e quart-temps. Les arbitres n'ont pas hésité à prononcer son expulsion, ce à quoi Rondo a mal réagi en les traitant de putain de fiotte. Résultat, une expulsion donc et une $35,000 d'amende pour Rajon Rondo qu'on devrait entendre dans une nouvelle altercation, pourquoi pas la semaine prochaine. On continue avec Jim Boylen, snobé par ses joueurs en sortie de victoire. Alors, soirée riche en émotions à Charlotte samedi dernier avec les Bulls qui s'imposent au finish après avoir été menés encore de 7 points à 30 secondes du terme du match. Pour ça, on dit merci à Zach LaVine qui a été héroïque avec 49 points, 13 bombes, ce qui le classe 2e derrière Klay et ses 14 bombes. Mais cette image des joueurs, on retient aussi cette image des joueurs exultants et qui snobent leur coach Jim Boylen. Alors, ce n'est qu'une séquence de 5 secondes, mais quand on voit le début de saison mitigé des Bulls entre la pauvreté du jeu offensif, les rotations douteuses, la sous-utilisation de Lauri Markkanen ou encore le fait que Jim Boylen et Zach LaVine aient eu une dispute 2 jours plus tôt, le fait que les joueurs aient snobé Jim Boylen ne sort peut-être pas de nulle part. En tout cas, c'est une image qui a fait mal au cœur et on préfère se remettre les highlights du fabuleux Zach LaVine. La NBA prépare son grand relifting pour 2021. D'ici 2 ans, la Grande Ligue va fêter son 75e anniversaire. Et pour marquer le coup, son patron, Adam Silver, a prévu 3 grands changements. Son premier, il concerne le calendrier. Hier, Devin Booker, en sortie de défaite face aux Nuggets, expliquait qu'il était exténué après avoir disputé son 5e match en 7 jours, dont 2 back-to-back. C'est donc pour ça qu'Adam Silver a décidé de faire passer la saison de 82 matchs par équipe à 78 ou 79. Mais dans le même temps, on pourrait voir la création d'un tournoi qui réunirait les 8 meilleures équipes du pays. On aurait donc les 6 leaders des divisions, donc 3 à l'Est, 3 à l'Ouest, plus les 2 meilleurs seconds, qui s'affronteraient lors de 3 week-ends au cours de la saison régulière dans une espèce de coupe de la Ligue avec quart de finale, demi et finale. Enfin, la deuxième grande innovation concerne les barrages pour les playoffs.
À l'image de ce qu'on voit en Pro D2 au rugby, on pourrait donc avoir des barrages entre les équipes situées à la 7e et la 10e place de chaque conférence pour les 2 derniers spots de play-off. Par exemple, l'année dernière, on aurait pu voir les Lakers 10e de l'Ouest à seulement 37 wins après une saison décevante aller en play-off à la place des Spurs qui étaient 7e à 48 wins, donc 11 de plus. Enfin, la dernière innovation concerne les finales de conférence qui pourraient être supprimées pour laisser place à des demi entre les 4 dernières équipes. Alors, comment déterminer les confrontations ? C'est simple, on prend le bilan de chaque équipe de leur saison régulière et on fait une opposition croisée 1-4-2-3, ce qui aurait donné par exemple une première demi-finale l'année dernière entre les Bucks et les Blazers et une autre demi-finale entre les Warriors et les Raptors qui seraient donc affrontés 2 semaines plus tôt. Donc pour résumer, on a calendrier allégé, création d'une coupe de la ligue entre guillemets, barrage pour les 2 derniers spots de play-off, suppression des finales de conf. D'ici 2 ans, la NBA va beaucoup changer. Est-ce que ça vous semble viable et est-ce que ça vous intéresse cette nouvelle formule potentielle là pour la NBA ? Est-ce que ça peut relancer la réduction de matchs forcément parce que la saison régulière 82 matchs, il y a plein de matchs qui servent à rien, il y a des équipes bien classées qui en fin de saison ça n'intéresse plus le load management, on est déjà là-dedans en fait et donc réduire ce nombre de matchs ce serait intéressant. Par contre, la coupe de la ligue de la NBA, ça m'intéresse pas du tout et ça va sûrement pas intéresser les joueurs. Je comprends pas l'intérêt. Déjà, c'est quoi l'intérêt en fait de cette Moi, je pense que, je suis comme toi, moi aussi, une coupe de la ligue entre les meilleurs, ça m'intéresse pas. Mais il y aura du load management, c'est surtout ça. Les joueurs, ils vont pas être intéressés. Ils sont intéressés dire... que par les playoffs et que par le titre. Mais je pense que c'est une manière. Si la plupart des équipes ont moins de matchs de prévus, on en donne plus aux grosses équipes qui font plus d'audience, etc. Il y a un intérêt, je pense, surtout financier pour la NBA. Les barrages, moi, ça m'intéresse pas trop non plus. Je trouve que la saison régulière est très longue. Pour moi, il faut se battre pour avoir sa place. Et si par exemple, là, j'avais donné l'exemple des Spurs. Si les Spurs n'étaient pas allés en play-off et que les Lakers, qui avaient sorti une saison affreuse, par miracle, seraient allés en play-off, je pense que ça m'aurait foutu le mort, moi, personnellement. Et puis même, je trouve qu'il y a un moment, tu t'es battu pendant 82 matchs, tu finis 7e. Voilà, tu vas en play-off. On n'est pas tout le temps obligé de s'inspirer de la Pro D2, là où on voit qu'il y a le système de barrage. Mais par contre, la suppression des finales de conf, moi, je pense que c'est une option à étudier. Comme ça, on pourrait voir l'Ouest et l'Est s'affronter plus tôt. Ouais, j'ai l'impression que ça scinde vraiment encore plus la rivalité Est-Ouest, quoi. Il y aura vraiment 3 équipes, les 2 meilleurs deuxièmes. Si les 2 meilleurs deuxièmes sont aussi à l'Ouest, l'Est, il y aura toujours une conférence qui sera un petit peu en balance de l'autre, quoi. C'est vraiment, je trouve ça vraiment déséquilibré en fait. Déjà qu'avec le All-Star Game, on avait totalement barré l'Est de l'Ouest pour tout réunifier. Là, on va encore réunifier. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont se retrouver sur le carreau et même pour se reconstruire, c'est pas spécialement évident. Ça va être assez intéressant à suivre, à voir comment les réactions qui vont. Parce que l'annonce date d'hier, avant-hier. 2-3 jours. Après, ils ont dit que c'était des discussions en cours. Donc, à voir comment. De toute façon, c'est comme d'habitude en NBA, il va y avoir des réactions. Les choses vont pas mal bouger et on en discutera dans l'émission. Grosse semaine NBA encore une fois. Si la NBA décerne chaque semaine ses titres de Player of the Week à 2 joueurs, donc un à l'Est, un à l'Ouest, et ben nous aussi, on va mettre en avant 2 joueurs. Manu, tu reprends tes bonnes habitudes comme l'année dernière et tu vas nous présenter tes 2 Top of the Week, les Time Out Player of the Week. Bon, déjà, je vais rétablir une vérité. Cette chronique, elle devait pas se faire spécialement. Et on s'est dit, bon, on va quand même la faire. On va quand même sélectionner 2 joueurs. Donc, le premier à l'Ouest, c'est évident, je pense, c'est Luka Doncic. 4 victoires contre San Antonio, les Warriors, Cleveland et hier contre Houston. Une belle fessée d'ailleurs. Et ces petites stats pour un gamin de 20 ans, c'est 37 points, 12 passes, 8,5 rebonds à 55% au tir. Et notamment à 44% à 3 points. Bon, je pense qu'il est en mode MVP, le Slovène. Et c'est pas mon choix, mais à l'Est, certains ont choisi Spencer Dinwiddie. Pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas. C'est vrai qu'il fait il fait du taf, il fait le taf qu'il faut à défaut
d'un Kyrie Irving qui est absent pour le moment. Donc lui et son équipe, c'est 3 victoires, 1 défaite. Et la dernière, c'était contre les Knicks hier, d'ailleurs, au Madison Square Garden. Il a fait il a fait le job. Et donc ses stats sur la semaine, c'est 24,5 points, 3,5 rebonds, 6,8 passes à 44% au tir. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de Luka Doncic et de Spencer? Messieurs, 2 meneurs pour les joueurs de la semaine. Luka Doncic, il a commencé sa semaine dans un derby texan face aux Spurs, mixtape, 40-10-10, et il a terminé par en 40-10-10. Ah non, il est pas en triple-double. Non, il a 8 Oh là là, il est faible, qu'est-ce en qui fait. se passe? C'est pas terrible. Hein. Ouais, non, il est pas terrible. Non, mais Luka Doncic, je crois qu'on commence tous à manquer de mots pour décrire le phénomène. Il a contrôlé le tempo de tous les matchs auxquels il a participé cette semaine, et même contre des équipes très très faibles comme Cleveland et Golden State, il met quand même, je crois son premier quart c'était face aux Warriors. Ah oui. Il fait 22-5-5 en premier quart. Thomas, je veux t'entendre. Bonjour à toi, ça fait longtemps qu'on. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ouais. Qu'on s'est pas croisé dans On m'avait l'émission. manqué d'ailleurs, je dois admettre. Eh ben, tu nous as manqué aussi. Thomas, que dire sur Luka dire Doncic? Il est exceptionnel, il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait des performances incroyables. Il a fait le triple-double le plus rapide de l'histoire pour un joueur à plus de 35 points. Il l'a fait en 25 minutes, c'est quand même dingue quand tu as 20 ans, sachant qu'il y a des monstres qui sont passés avant lui, dont par exemple LeBron James, etc. Pour ne citer que lui. Voilà, il a toute la confiance du staff, on lui donne les clés. C'est lui qui contrôle le tempo du jeu, comme l'a dit Léo. Et voilà, c'est juste exceptionnel de le voir jouer. Il est tout en contrôle et franchement, on prend beaucoup de plaisir à le voir évoluer sur les parquets. Tu sens qu'il arrive à bonifier le jeu de certains role-players des Mavs. Chaque match, on a l'impression qu'il y a un role-player qui s'affirme. Ça peut être Dorian Finney-Smith, ça peut être... on a vu qui est Tim Hardaway Jr. Tu sens qu'il arrive à faire progresser les joueurs autour de lui. C'est ça. Après, c'est Dallas. Moi, je trouve que ça a toujours, et je dis pas ça juste parce que je suis fan, je trouve que ça a toujours été une équipe qui est quand même bien coachée. Et Carlisle, il sait quoi faire des joueurs et comment tirer le meilleur. Et avec Luka Doncic qui est quand même très très altruiste, il y a toujours moyen de faire des bonnes choses en attaque. Et Dallas fait partie des meilleurs offensive rating de la ligue. Alors juste si je devais moi chercher la petite bête avec Luka Doncic, tout ce qu'il fait c'est exceptionnel. Moi j'ai une question pour toi, enfin pour vous. Qu'est-ce que tu penses de sa défense? J'ai l'impression que c'est aussi à l'image de Dallas, c'est une équipe qui est très plaisante à voir offensivement. Maintenant je crois que ça encaisse quand même beaucoup de points, oui. Beaucoup de points. Même si hier il a mis un super bloc sur Austin Rivers, il me semble. Ouais. Luka Doncic, je trouve que des fois il est un petit peu passif, mais je répète, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce que pour vous c'est un axe de son jeu qui doit développer, sur lequel il doit progresser, ou alors il est comme ça et c'est comme ça qu'il sera fort, comme d'autres le sont? Je pense que après Luka Doncic, il est encore jeune. On voit que souvent quand les jeunes, quand ils arrivent dans la ligue, ils sont tout de suite focus sur l'attaque. Surtout que là, Doncic, il savait qu'il avait le potentiel de tout de suite se montrer en fait en NBA. Et après, moi, je pense que Luka Doncic, même s'il va progresser, à un moment, il va s'y mettre. Ce sera jamais un top elite defense, mais comme un certain Dirk Nowitzki finalement. Et en fait, Luka Doncic, peut-être que même s'il progresse pas vraiment en défense, il arrivera quand même à dominer, quoi. Après, pour revenir sur ta question de la défense, je pense que c'est pas forcément Doncic le problème, c'est plutôt l'axe 1-5 à Dallas. T'as des joueurs très petits sur le poste 1 avec Curry, avec Barea, et t'as Porzingis qui est pas forcément un gros défenseur quand tu le sors assez loin de la raquette. Et du coup, je pense que c'est plus l'aspect collectif de la défense de Dallas qui pâtit. Mais après, avec un coach comme Carlisle, je pense au fur et à mesure de la saison, ça va se solidifier, ça va devenir de plus en plus dense. Et moi, je pense que c'est plus un problème de qualité athlétique plutôt que d'intelligence de jeu. Ouais, dans le sens où il arrive à être, malgré son physique, performant offensivement, mais pas encore défensivement. Et ça va en fait en défense, moi je le trouve quand même assez impliqué. Et Dallas, il arrive quand même à défendre, je trouve, en équipe, mais même si c'est pas leur force, parce qu'ils misent tout sur l'attaque. De l'autre côté, on parle de Doncic, on a un autre meneur. Alors, on est à peu près tous d'accord que le joueur de la semaine à l'Est, ça sera Giannis Antetokounmpo, comme d'habitude. Mais on voulait souligner un petit peu la performance de Spencer Dinwiddie qui, pour le coup, il a remis Brooklyn à flot. Kyrie Irving est pas là. Dinwiddie qui faisait un début de saison dégueulasse, mais vraiment horrible.
revient très bien, start et en plus fait gagner l'équipe avec, tu l'as dit, des gros stats et puis un jeu plutôt pas mal. Le ballon tourne mieux à Brooklyn depuis une petite semaine. C'est un petit peu en lien avec la performance de Dinwiddie, mais on l'a vu sur cette semaine-là, même contre les Knicks encore, le ballon tourne beaucoup plus. Et comment tu l'expliques ça? Je pose une question. Un changement de meneur, un meneur un petit peu peut-être plus altruiste, plus posé aussi que les Kyrie. Je pense que Yonim, t'es plus à même d'en parler, mais Spencer Dinwiddie a plus cette capacité à poser le jeu et jouer sur un demi-terrain un petit peu accéléré, là où Kyrie est tout le temps en train d'accélérer. Ah, puis surtout, il connaît. C'est le principe aussi, c'est que ça fait longtemps qu'il est là. Il connaît les systèmes proposés par Kenny Atkinson. Et à côté de lui, il y a des mecs comme Joe Harris. Joe Harris, pareil, il prend plus feu avec Dinwiddie. Qui connaît parfaitement. Ils savent comment jouer tous les deux, avec même Jarrett Allen qu'on voit qui prend du gab et qui est bien meilleur que DeAndre Jordan, faut le dire aussi. Et ça c'est grâce à Spencer aussi, parce qu'ils se connaissent. Et oui, après, Kyrie arrivera dans ce système. Il va falloir qu'il apprenne à jouer avec ses coéquipiers autour, à pas forcément prendre feu que lui, et ça va être intéressant à voir comment Kyrie va s'insérer dans ce système-là. Moi j'aimerais juste réagir. Bon, alors on sort un petit peu du débat Dinwiddie, joueur de la semaine, mais sur le cas de Jarrett Allen, DeAndre Jordan, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Est-ce que vous êtes vraiment vous trouvez vraiment que Jarrett Allen devrait avoir beaucoup plus de minutes que DeAndre Jordan? Moi, j'arrive pas à être convaincu, très honnêtement, par Jarrett Allen. Pourtant, j'étais optimiste la saison dernière. Maintenant, je trouve que, alors bon, voilà, il est grand, il est dissuasif, etc. Mais je trouve que c'est léger. Offensivement, j'arrive pas à être convaincu, moi, par ce qu'il propose en termes de finition, notamment. Alors après, bon, j'ai pas regardé tous les matchs de Brooklyn cette saison. Je suis peut-être un petit peu, ma vision est un petit peu biaisée par la perf hier où DeAndre Jordan en sortie de banc fait vraiment beaucoup de bien, je trouve. Défensivement, offensivement, t'es pas d'accord, toi, Yonim? Honnêtement, justement, même sur le match d'hier, Jordan, je le trouve à la ramasse sur beaucoup trop de trucs. Il est défensivement, il y a plein de séquences où tu vois, il est pas sous le panier. T'es le pivot, t'es un des pivots les plus dominants de la ligue, t'es pas sous le panier. Et tu regardes le plus-minus, alors bon, c'est une stat, mais quand tu vois que Jarrett Allen est à la mi-temps, je crois qu'il a plus 17, un truc du genre. Quand tu vois que lui est sur le terrain, et ben les Knicks ils galéraient défensivement et surtout offensivement. Jarrett Allen, pour te répondre, je le trouve encore un petit peu léger, mais c'est beaucoup mieux qu'en tout début de saison, et je trouve qu'il a pris la confiance et que c'est beaucoup mieux depuis que le we go hard entre guillemets des Nets est en train de ressortir, parce que Kyrie n'est pas là pour l'instant. C'est pas une question de faute Kyrie comme on le voit beaucoup sur Twitter. C'est vraiment que là, le jeu Kenny Atkinson, il arrive vraiment à poser son jeu, celui qu'il n'arrive pas encore à trouver définitivement avec Kyrie, non? C'est plus intéressant, en tout cas, j'avoue que c'est plus intéressant sans Kyrie, à voir comment ça va se passer, et tout, pour l'instant tous les joueurs en profitent que ça soit Jarrett Allen, que ça soit Spencer Dinwiddie, que ça soit Joe Harris à côté, tout le monde en profite, et d'un côté tant mieux. Messieurs, on en arrête là pour le joueur de la semaine. C'est vrai qu'on aime bien parler extrapoler à chaque fois. Tout de suite, quand on parle des Nets et de Kyrie, les langues se délient. Hein. Quand on enchaîne plutôt pas mal. Je vous rappelle que nous sommes en direct, vous pouvez nous écouter, réagir avec nous sur les réseaux. Je vous le disais en début d'émission, il y a 2 gros débats qui vont rythmer cette émission. Alors, deuxième partie tout à l'heure, on parlera des phénomènes Karl Anthony Towns, Devin Booker. Mais avant ça, on va parler d'équipes en galère. On en parle tout de suite. Come on, who has the best handles in the league? Dumb question. I think the skills On les attendait bien plus haut au classement cette année. Alors, 3 équipes, peut-être qu'on ne fera pas Orlando parce que le temps nous manque un petit peu. Et puis surtout, c'est plutôt correct par rapport aux 2 autres équipes dont on va parler. Il y a les Blazers, il y a les Spurs. C'est un petit peu j'allais dire la Triforce de la galère. Là, on est sur le bon duo de la galère en tout cas. Messieurs, va falloir parler de ces 2 équipes. C'est parti. And a 6'11" forward from Texas, number 12, LaMarcus Aldridge. Lillard, long range 3, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Et oui,
oui, c'est la galère, c'est la loose pour ces équipes. Alors les fans d'Orlando, vous inquiétez pas, on reviendra bien évidemment sur votre cas dans les prochaines émissions. Il y a pas mal de choses à se dire, on n'a pas relevé pas mal de stats. Mais on va quand même s'intéresser à deux équipes avant ça. Lilian, je te garde sous le coude tout à l'heure pour parler des Blazers. On va commencer avec les Spurs. Les gars, quel est le problème avec les Spurs ? On voit que c'est décevant depuis le début de saison. On a du mal à reconnaître ces Spurs-là à qui on promettait les playoffs comme chaque année. Et on en est loin. Ah, on en est loin. Moi, j'ai annoncé 50 wins pour les Spurs. Ils sont en 6-11. Ils sont en 6-11, c'est ça ? Ils sont en 6-11. Non, mais ça va, on a battu les Knicks avant-hier, franchement. Belle performance collective. Non, mais on était sur une série de 8 défaites. Donc c'est beaucoup sur l'ère Popovic. C'est surtout historique, c'est la plus longue. jamais arrivé. Ouais, c'est la plus Une longue. fois, C'est la plus longue, ouais. Sous l'ère Popovic, c'était la plus longue. Surtout qu'il y avait des défaites très évitables. Non, mais là où je reconnais pas les Spurs cette saison, c'est vrai que la défense, l'année dernière, c'était average. Et là, c'est juste catastrophique, en fait. Je m'attendais à des Spurs plus forts en défense, plus forts collectivement avec le retour de Dejounte Murray, qui était très attendu, qu'on n'avait pas vu l'année dernière. Et en fait, c'est comme si, depuis le retour de Dejounte Murray, qui est spécialiste de défense pour de vrai, l'équipe s'était arrêtée de défendre ensemble. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Et puis, donc l'effet Dejounte Murray s'est pas ressenti sur la défense, qui a régressé. Nos role-players, Marco Bellinelli, qui était très important sorti de banc l'année dernière, ne met plus un shoot, vraiment, je sais pas s'il a mis un shoot cette saison, j'exagère à peine. Et nos leaders, voilà, c'est des leaders controversés. Est-ce qu'on peut appeler ça des leaders dans le sens où il y a un problème ? Qui gueule dans le vestiaire ? Qui porte l'équipe ? Patron de C'est qui, Popovic, mais là, j'ai en l'impression tant que il est joueur, fatigué, par exemple en tant il- que soutien de Popovic sur le parquet. Il veut plus gueuler. Non, je pense que les anciens quand même. Je sais pas s'il gueulait vraiment, mais Pat Ouais. Mills, je sais qu'il est très vocal, etc. Et comme il est là depuis longtemps, Parce il que peut quand même Rudiger, c'est parler. pas son style. Rudiger, c'est pas son style. Et c'est ça, la Marcus Aldridge et Demar DeRozan, ils ont pas ce côté très très vocal. Mais il y en a un qui fait quand même le taf sur le parquet, Demar DeRozan, qui arrive à tenir quand même l'équipe, alors que la Marcus Aldridge, Il a du mal. je sais pas si c'est l'âge ou la volonté ou comment il se sent dans cette équipe, mais il a plus du tout le même impact sur les Spurs, que ce soit en attaque ou en défense. Et on peut pas se permettre en fait d'avoir un Lamarcus Aldridge aussi faible sur ce début de saison. C'est quoi les options dont dispose Greg Popovich maintenant ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour rétablir tout ça, pour revenir un petit peu mieux ? Est-ce qu'il a des cartes en main à jouer là ou pas ? Pour moi, l'effectif, il est bon. C'est plus ou moins le même que l'année dernière. C'est juste la défense, comme tu l'as souligné, et la volonté, l'impact en défense. C'est ça qui fait gagner des matchs. Ils sont pour le moment 5e meilleure attaque de la NBA. Voilà, donc ça c'est ça. suit. Il n'y a pas de souci. Mais si tu fais pas les efforts, les pré-rotations qu'il faut, tu prends des points. C'est comme il disait ça. Popovic disait oui, on est bon en attaque, mais si on encaisse plus de points, on perd les matchs. Et il y a un truc qui est assez notable, c'est que les money time des Spurs sont catastrophiques. Ils ont perdu un nombre pas mal sur les 11 défaites, ils ont perdu pas mal de matchs. Ça s'est joué à 2-3 points, genre des défaites évitables. D'ailleurs, le dernier match, moi j'avoue, j'ai pas beaucoup vu les Spurs. Enfin, le seul match, j'en ai vu 2, la branlée contre les Boston. Ça, c'était aussi mémorable. Contre Memphis, non ? T'as pas regardé contre Memphis c'est là, pas- avant la cérémonie pour Tipeee ? Ça, Non, c'était j'ai même pas scandaleux regardé, aussi ouais. comme match. Mais il y a pas longtemps, contre contre les les Knicks, ils avaient, il y a 2 jours là, ils menaient de 20 points. Et puis ils sont mis tout seuls en difficulté contre les Knicks. On parle des Knicks. Et puis voilà, ils ont eu peur et ça s'est joué à pas grand chose, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on en revient peut-être à la question de l'identité. On parle de la défense. En plus du problème que les Spurs ne défendent plus, c'est ce qui faisait leur force avant. Moi, je me rappelle qu'avant, je me réveillais le matin, je voyais les Spurs avaient encaissé moins de 90 points. Mais vraiment souvent, des scores des 90, t'as l'impression que t'es en Euroleague, tu sais, t'es en proie. Et voilà, et aujourd'hui, c'est plus du tout ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une question d'identité de l'équipe qui se perd. En fait, ils sont devenus un peu plus permissifs. Nous, avec Portland, on les a joués 2 fois. Je trouve qu'ils sont devenus beaucoup plus permissifs en défense. Et en fait, ils sont tellement assez prévoyants en attaque. C'est toujours un peu les mêmes spots pour DeRozan, pour Lamarcus. Et en fait, moi, je pose la question à Léo. Est-ce que
vers quelle direction va l'équipe en fait avec DeRozan en leader? Est-ce qu'il faudrait pas justement entamer un changement à trade deadline? On sait que DeRozan il est en player option pour l'an prochain. Oui. Est-ce qu'il faudrait pas entamer une reconstruction avec Murray, avec White et repartir sur une nouvelle dynamique? Juste avant que tu répondes, Léo, pour répondre sur les trucs des systèmes qui sont un petit peu redondants, après c'est ce qui avait toujours marché avec la Marcus Aldridge. Tu savais ce qu'il allait faire et c'est ça qui était impressionnant avec lui, c'est que ça rentrait. Mais ça rentre toujours en fait, les systèmes sont toujours bons vu que comme Manu l'a dit, on est la 5e attaque de la ligue. C'est vrai que ça peut paraître surprenant parce que c'est très prévisible et assez c'est assez prévisible, mais ça marche. Et pour la reconstruction, je sais pas, ça fait 3 ans qu'on entend dire qu'il faut la reconstruction depuis que tu as Duncan qui s'en va, Parker, Ginobili, etc. Tourner la page. La reconstruction, elle se fera quand Pop il va arrêter. C'est là. Voilà, c'est ça. Pop, pour il moi, va on pas est du tout vouloir tanker. Genre cette année, il va pas tanker. Il va jouer jusqu'au bout. Popovic ne va jamais tanker, Merci. je ne pense pas. Mais surtout qu'on a des joueurs jeunes qui sont talentueux. On a Derrick White, on a Bryn Forbes qui s'est révélé être une très bonne gâchette. On a des gens téméraires. Donc il y a des jeunes qui sont là. Et il y a les Keldon Johnson et Samanic, je sais jamais prononcer son nom, qui dorment en G-League pour l'instant, mais que Popovic ou son successeur va pouvoir dégainer. Mais un trade des DeRozan en milieu de saison, je vois qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça, mais ça m'étonnerait quand même. On a l'impression aussi que cette équipe des Spurs, elle a vraiment du mal à suivre le courant actuel de la NBA qui augmente, enfin la pace augmente, les équipes courent plus vite et ça a du mal un petit peu à suivre quand on voit. Ils se sont mis un peu plus à courir cette année. À défendre sur des équipes qui courent. Oui, ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. On le voit. En même temps, la Marcus Aldridge, dès qu'il y a une contre-attaque, tu le vois plus à l'écran. Parce qu'autant vos jeunes, ça court très vite, mais pour défendre, c'est beaucoup plus compliqué face à une équipe qui court vite, qui va être athlétique. Par exemple, une équipe comme Atlanta, qui va galoper pendant 48 minutes, ça va être beaucoup plus compliqué de défendre sur elle que ça l'était avant parce que le jeu était beaucoup plus posé. Oui, non, c'est clair, mais après, j'attends quand même le réveil des troupes en défense qui va à un moment arriver cette saison. On va pas encaisser 120, 125 points par n'importe quelle équipe toute la saison. Enfin, ça me paraît inimaginable. Puis l'année dernière, on avait fait un début de saison assez cracra aussi avant de vraiment lancer une bonne série de wins. Et je pense qu'elle va avoir lieu. Moi, j'ai confiance. Et ça correspond aussi avec un truc qui arrive souvent, c'est-à-dire que la Marcus Aldridge se réveille souvent après le All-Star Break. Donc voilà. L'année dernière, c'était fin décembre, mais par là, tu vois, par l'hiver. Juste peut-être dernière question avant qu'on passe sur les Blazers. Sur Desmarais Carroll, il joue très peu. Est-ce que tu as une explication à ça? J'ai pas d'explication, mais c'est vrai que son temps de jeu est très très limité. J'étais content quand j'ai vu qu'on l'avait recruté. Et même à la place de Marcus Morris. Même à la place de Marcus Morris. Temps de jeu limité et impact encore plus limité. Ouais, c'est vrai que Desmarais Carroll, pour l'instant, il n'est pas intégré, pas du tout. Puis de toute façon, comme tous les ans, il y aura un moment où vous allez enchaîner les matchs à domicile, enfin le rodeo trip, enfin vous allez accumuler pas mal de matchs au AT&T Center, ça va peut-être vous aider aussi à vous relancer parce qu'à chaque fois on sait qu'aller jouer à San Antonio c'est jamais facile. Bah ça va être là en fait. Là je vois sur le calendrier, on a quand même beaucoup jusqu'à début 2020 et il va falloir en profiter. Et ben on suivra ça comme d'habitude avec notre envoyé spécial. Léo pour les Spurs qui va nous... seulement. Bon, on espère en tout cas que ça ira mieux pour les Spurs. C'est vrai que c'est un petit peu difficile depuis le début de la saison pour eux. Autre équipe en galère depuis le début de saison alors qu'on les attendait beaucoup plus haut, Portland qui a du mal aussi. L'année dernière, finale de conf. Et puis cette saison, c'est difficile pour eux. Lilian, tu es avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce... Déjà, demande-lui s'il va bien. Parce que c'est compliqué quand même. Avant de laisser parler Lilian, j'ai vu ça passer sur Twitter tout à l'heure. Un mec qui tweetait: bonjour à tous, on est le 24 novembre et Portland, actuel vice-champion de la conférence Ouest, a un moins bon bilan que les Cleveland Cavaliers, 14e de la conférence Est l'année dernière. Il a une petite réaction. Ne réponds pas à ça. J'espère que tu es bien installé et on te met à l'aise directement. Non, mais c'est sûr qu'on s'attendait pas à un début de saison aussi compliqué, surtout que cet été la franchise a beaucoup communiqué un peu sur la hype de l'équipe. Neil O'Shea, qui présente depuis 2012, il avait annoncé qu'il avait fourni l'effectif le plus profond depuis qu'il est en place. Donc ça se vérifie pas trop. T'es d'accord avec ça? Aïe. De base, avant le début de saison. Sur le papier, avant le début de saison. On pouvait être d'accord parce on avait quand même embarqué des joueurs qui avaient un potentiel en attaque mieux que ce qu'on avait avant avec
avec Harkless, Aminou, Lehman. Et en fait, cet été, on a décidé de faire le choix de troquer de la stabilité défensive qu'on avait avec Aminou, Harkless, contre des joueurs au potentiel offensif plutôt aléatoire. Bazemore, il sortait de 2 saisons un peu galères avec Atlanta, il jouait plus beaucoup. Whiteside, pareil, il sortait également de saisons galères. Et donc, on a misé sur un peu le rebond de ces joueurs pour continuer sur la saison dernière. Et pour l'instant, la mayonnaise prend pas. Après, on a aussi des circonstances qui font qu'on a débuté comme ça. On a la blessure de Zach Collins qui était tout simplement prévu comme titulaire et qui là nous manque énorme, qui nous fait beaucoup de défauts, sa taille nous manque tout simplement sur le poste 4. Et on a eu aussi un calendrier plutôt compliqué on a quasiment 2 tiers de nos matchs qui se sont joués à l'extérieur et les rares matchs qu'on a eu à domicile on les a perdus, donc c'est sûr qu'à ce niveau là ça aide pas. Je vous pose la question à toi et puis aux autres, hein. Vous y croyez un retour de Portland ou on est vraiment on en parlait ce week-end, tu disais qu'en gros s'ils perdaient leur dernier match là, c'était soit ils espéraient soit un retour à la lumière, soit ils s'enfonçaient vraiment dans les ténèbres. Au final ils ont perdu. Difficile de voir un peu d'espoir là pour les Blazers, hein. Ils galèrent vraiment beaucoup. Après, je pense qu'un Damian Lillard n'est pas encore juste rentré dans sa saison, si j'ai bien compris. Mais il avait très bien débuté et en fait, on a appris il y a 2 semaines contre Sacramento, il s'est fait mal au dos. Il a continué à jouer et donc là, il était absent les 2 derniers matchs et en fait, il a une gêne au dos, donc là, c'est assez difficile. Il avait très bien débuté, il était dans les candidats MVP comme d'hab, mais là, c'est vraiment depuis 5-6 matchs, il est en difficulté et ça se voit, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression en fait que c'est soit McCollum soit Lillard et que les deux ils n'arrivent pas forcément à cohabiter sur le terrain, enfin en termes de je parle de leadership et de scoring. Enfin, est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment compatibles en fait? Un peu comme un Wall et Bill à une époque. Voilà, c'est vrai. Ouais, je pense parce que Lillard quand un des deux est chaud, il laisse la place à l'autre. Il n'y a pas vraiment de rivalité au niveau du scoring. Lillard il pourra très bien faire une soirée à 15 points, ça va pas le déranger. Et vu que McCollum en fait c'est plutôt que son jeu est très aléatoire vu qu'il s'est fait que de mi-distance. Il a dit qu'il voulait progresser en étant beaucoup plus agressif, en se rendant sur la ligne des lancers francs. Ça se concrétise pas encore pour l'instant. Donc en fait, Lillard est toujours plus ou moins à un niveau constant et c'est surtout McCollum qui fait les montagnes russes et du coup, et vu que le reste de l'effectif répond pas aux attentes, Bazemore, Hezonja, et en fait on dépend beaucoup de Lillard et en fait les rares matchs qu'on a gagnés cette année c'était quand Lillard était en feu. Donc pour l'instant, c'est surtout l'ensemble du collectif qui n'est pas forcément au niveau attendu. Moi, j'avais une petite remarque. T'as pas l'impression que c'est l'identité collective qui est défaillante? Parce qu'il y a une stat, c'est Blazers 2019-2020. C'est l'équipe depuis 2013 qui comptabilise le moins de passes. Cette année, ils sont derniers dans la passe. J'ai vu il n'y a pas longtemps un match où tu voyais sur pas mal de séquences Damian Lillard crée tout seul un tir et puis il le met pas et puis en plus il y a ce manque d'adresse. T'as pas l'impression qu'ils se font plus confiance et du coup c'est tout le collectif qui en pâtit. Après, depuis que Stott est à Portland, sa philosophie c'est un shoot ouvert, c'est un bon tir. Donc de toute façon même les saisons dernières on était dans les plus mauvais pourcentages de passes décisives parce que en fait souvent c'est je prends un écran et si le big man ne monte pas sur moi, je prends le tir. Donc ça change pas. En fait, c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, les coéquipiers autour qui ont changé. Bazemore, Hezonja, c'est des joueurs qui jouent beaucoup avec la balle. Et que dès qu'ils ont plus la balle dans les mains, ils s'arrêtent un peu dans le corner et ils attendent. Alors qu'avec les Aminou, Lehman notamment, ça faisait beaucoup de cuts dans la raquette, il y avait beaucoup de mouvements. C'est des joueurs vraiment off-ball. Et en fait, c'est ce qui manque cette année, quoi. D'un point de vue tactique, l'arrivée de Melo va faire du bien à qui, à quoi, comment? Elle peut être importante dans le fait que dans la relation entre le poste 1 et le poste 4 pour faire des pick and pop notamment parce qu'avec Whiteside il stretch pas du tout alors que quand on avait Nurkic l'an passé il pouvait un petit peu avoir ce rôle au large que ce soit au shoot ou à la passe et Melo il peut apporter ça, c'est quand même un bon poseur d'écran, il a plutôt un bon physique et du coup il peut faire si les défenses vont se concentrer sur Lillard, de toute façon depuis le début de la saison c'est le cas, ils disent en fait vous allez nous battre, c'est avec vos autres joueurs que vous allez nous battre, donc l'arrivée de Melo en ce sens elle peut permettre s'il met ses tirs ouverts, ce qu'il n'a pas forcément fait hier soir, il y a 2 jours contre Cleveland où il est à 0 sur 8 à 3 points, c'est là où il pourra être bon. Après pour l'instant il a joué qu'un seul match avec Lillard et un Lillard pour l'instant blessé, donc il faut peut-être lui laisser un peu de temps, mais pour moi c'est pas lui le plus à
le plus à blâmer dans l'histoire. Et t'as mentionné Hassan Whiteside justement. Ouais, justement, j'allais en une parler. question là-dessus. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas trop ça pour l'instant. Depuis qu'il est arrivé à Portland, c'est quoi ton. Ouais, voilà. C'est quoi, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est ça, c'est juste des stats, quoi. C'est des chiffres et il n'y a pas d'impact sur le terrain. Comme Zach Lavine, pardon. Les fans de Miami nous avaient prévenus. J'avais pas forcément envie de les croire parce que j'avais pas envie de juger le joueur avant qu'il soit dans l'effectif de Portland. Et j'avais confiance en Lillard, le fait peut-être qu'il gagne en maturité. Mais en fait, pas du tout dans l'attitude. Il est nonchalant une fois sur deux. On a pas l'impression qu'il veut vraiment. Il traîne cette réputation de mec qui s'en fout et il a l'occasion de se relancer dans une nouvelle équipe avec. Et en fait, mais en fait, il manque surtout d'intelligence de jeu parce que Lillard l'a rattrapé à plusieurs fois sur sa façon d'aller vers le cercle. Et ça. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, maintenant que c'est quand même un joueur établi dans la ligue, qu'on te reprend sur ta façon d'aller au cercle, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même grave. Est-ce que le moment un peu, le tournant de la saison, ce serait peut-être pas justement le retour de Nurkic? Je sais pas quand est-ce que. Oh, mais ça, là, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, tu penses? Ouais. Parce que c'est, comme tu as dit, c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, les pertes d'Aminou et Harkless font très très mal à la défense quand tu récupères Ezonia et Bazemore à la place. Et Nurkic, ce serait un retour quoi, mars, ouais. Et encore, il va revenir très doucement parce que il va revenir doucement, c'est-à-dire qu'il restera un mois. Après, comme on le voit, le vrai problème, c'est sur les ailes. On a mis un coup, on a mis Rodney Hood en 4. Un coup, on a même fait jouer notre rookie Nasir Little. En 4 En 4, ouais. Donc là, maintenant, on met Melo, du coup, qui joue quand même 30 minutes alors qu'il revient d'une année d'absence. Donc ça, en fait, on a surtout en début de saison, on avait prévu d'avoir l'un des plus gros fronts de cours de la ligue avec Collins et Whiteside. Et au final, on se retrouve avec un des plus petits. Le dernier match, on avait Melo et Tolliver dans la raquette. Donc... Non, mais il y a des jeux Ezonia et Tolliver sur une séquence. Ouais. Je me souviens pas, bien sûr, il disait qu'il était outré. Et c'est pour ça, et justement, à des secteurs où on se fait totalement enfoncer, c'est le secteur du rebond. On est l'une des équipes qui prend le moins de rebonds. Face aux Bucks qui ont des qualités athlétiques de partout, ils nous prennent, je crois, 19 rebonds offensifs. Et donc, le fait qu'en plus on soit dominé au rebond, ça fait qu'on est obligé de faire beaucoup de fautes. Et on est aussi l'équipe qui concède le plus de lancers francs. Donc, si on règle déjà rien que. Avant forcément de régler le niveau individuel de l'équipe, il faut surtout que collectivement on se remette dedans. Et en fait, comme Stutz l'a dit, même si on manque de taille, en fait pour l'instant on fait pas les efforts, globaux qui pourraient permettre qu'on se remette sur le droit chemin. Et ben, ça va être intéressant à suivre d'un côté pour les Spurs et puis même pour Portland. C'est vrai qu'on les attendait plus haut cette saison et décevant. Alors il y a des raisons, hein, on vient d'en parler, les blessures, les problèmes d'effectifs à droite à gauche. On suivra tout ça, oui. Et comme tu l'avais dit, le match à Cleveland c'était déjà décisif. Et là, les matchs qui vont venir, on va jouer 2 fois Chicago, on va jouer OKC. C'est des équipes qui devraient être potentiellement prenables. Et si on rebondit pas sur ces quelques matchs, ça pourrait être très compliqué. Si on pouvait juste arrêter de parler de ce match à Cleveland, voilà. Merci beaucoup. Messieurs, avant de parler de Booker et Towns, je sais que vous attendez tous ce moment avec grande impatience. Je m'en suis chargé avec plus ou moins de réussite la semaine dernière. J'avoue que bon, c'était pas incroyable. Je vais rendre à César ce qui rend à César, enfin plutôt à Samuel ce qui appartient à Samuel. On va se faire le qui a dit de la semaine tout de suite. C'est parti. Samuel, est-ce que tu peux nous rappeler le principe de ce magnifique jeu qui rend fou les chroniqueurs chaque semaine ? Oui. Alors le qui a dit, vous connaissez la chanson, les amis, pour paraphraser mon camarade de droite. C'est très simple, j'ai fait un petit peu le tour de l'actualité en NBA et j'ai sélectionné des citations qui ont fait plus ou moins de bruit d'ailleurs. Et je vais vous donner ces citations et tout simplement vous allez devoir me dire qui en est l'auteur. Alors voilà, on est beaucoup autour de la table. Là, il y a 6 personnes qui vont se bagarrer pour la victoire. J'ai bien fait d'en sélectionner 5 au lieu de 4 cette semaine. Voilà, on va commencer avec une qui devrait être très très rapide. Quand les Knicks ont commencé à se renseigner sur moi, j'ai su que... oui, c'est pour les Lions. Quand les Knicks ont commencé à se renseigner sur moi, j'ai compris qu'il était temps pour moi de prendre ma carrière, tout simplement. Voilà, c'est Richard Jefferson qui a déclaré ça à propos des Knicks qui s'étaient renseignés sur lui. Richard Jefferson, champion NBA 2016 avec les Cleveland Cavaliers, qui a pris sa retraite récemment. Qui a dit
Russell Westbrook n'a pas vraiment d'ego. Il le met de Harden. côté. Non, il le met de côté. Et là. Excusez-moi, je peux finir ma phrase ou pas il le met de côté. Il m'a autorisé à être moi-même. Il m'a autorisé à être confortable. C'est un super coéquipier. Rivers. Non? DJ Riddick. Paul George. Bah oui, Paul George. J'ai parlé au passé, Paul George qui avait cohabité avec Russell Westbrook, qui lui cohabite désormais avec Harden à Houston, et Paul George forme un super duo avec Kawhi Leonard du côté des Clippers. Qui l'a eu celle-ci? C'est Léo. Hein. On fonctionne par duo ou pas, vu que j'ai l'impression que c'est le thème? Est-ce qu'on fonctionne par duo? Léo, On peut Thomas, dire ça, on peut Lilian, Ça peut être Manu sympa, ouais. et Yonim, Antoine Yonim qui est superbement bien installé à genoux là dans le studio. Il est très très collé. L'alchimie est bien meilleure dans le groupe cette année. Qui a dit ça? Brad Stevens. Non. Oh, ça aurait pu ça. Ouais. Du coup, c'est Kyrie pas... Irving. Lol. C'est un meneur de l'Est. Mhm. Marcus Smart. Non. Spencer Dinwiddie. Non. Markel Fultz. Non. Brad Wanamaker. Quelle équipe à l'Est a aujourd'hui un 5 qui est très compétitif et qui a Eric une... Bledsoe. Ben Simmons, qui a une alchimie qui est bien meilleure que lorsqu'il n'y avait pas par exemple Jimmy Butler. Donc là on a 2 points du côté de Lilian et Manu, même si c'est Lilian qui a donné les 2 bonnes réponses, hein, je le cite. 1 point pour Léo et Thomas et 0 pour On est là. Yonim et Antoine. Là ça va être une note très rapide messieurs. Je voulais être trade à San Antonio en 2017. Paul George. Ouh, Léo et Paul Thomas qui l'ont George. dit en même temps. Et oui, Paul George, Qu'on a dit qui San Antonio, Paul c'est- George qui voulait déjà team up avec Kawhi Leonard en 2017 quand il était Ouais, mais je suis sûr que c'est à des Indiana mythos, et au ça final. s'est pas fait. Ouais, Léo, dis-toi ça. Qui te double? En vrai, celle-là aussi, elle est facile. Et c'est la dernière, non? Ouais, il y a combien C'est là? la dernière. Pour sauver l'honneur, les Qui gars, te double? s'il vous plaît. Je ne pense pas que ça aurait été. Alors, je vais essayer parce que là, C'est en fait, en je l'ai anglais, en fait, je l'ai en anglais devant moi. C'est en Non, je anglais. vais la traduire parce que j'ai des talents de traducteur, j'espère bien. Je pense bien, je ne pense pas que j'aurais poussé le truc aussi loin que Kawhi Leonard, mais si le load management avait été dans les Derrick Rose. parages, Derrick Rose, putain. avait été dans les parages à l'époque, who knows? Maybe I would still be a Chicago Bull. Peut-être que je serais toujours un joueur des Chicago Bulls. C'est Derrick Rose qui a dit ça. Mais Qu'est-ce que vous en pensez un là-dessus? MVP player. Je suis envie de pleurer. Putain. Ah, je vous jure, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal de le voir qu'aujourd'hui c'est le franchise player de la franchise de Détroit. Enfin bref. Merci Sam, en tout cas. Vous avez fait 0 Yonim et Antoine, hein, je tiens à le dire. Bah, je ne remercie pas alors. Je ne te remercie pas Sam. On va passer tout de suite, sans plus de transition, au dernier débat de la soirée. Les gars, c'est parti. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. On va parler de 2 gros talents de leur génération. Devin Booker d'un côté, Karl Anthony Towns de l'autre. Je vais laisser la parole à Léo pour nous expliquer pourquoi on a choisi ce débat. C'est lui qui l'a proposé. Avant ça, on s'écoute un petit jingle. What a move there by Towns. Dropping the hammer right over Embiid. What a play, Karl Anthony Towns. Booker in a tie. 4 seconds. Booker. For the game. Got it! Off the glass! Devin Booker! Léo, c'est toi qui as proposé ce débat cette semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'est venu à l'idée, Devin Booker, Karl Alors Anthony Towns? pourquoi j'ai eu l'idée de parler de Devin Booker et Karl Anthony Towns? Parce qu'il faut savoir que rapidement on a commencé à avoir il faut savoir qu'on a une conversation forcément sur WhatsApp avec tous les participants de cette émission pour discuter des sujets de la semaine, etc. Et à un Ça y va, moment, enfin, je peux vous le dire. ça y et va. à un moment, du coup, sur cette conversation WhatsApp est venu, je sais pas pourquoi, parce que pour moi ce débat n'a pas lieu d'être, mais il a été très animé. Ouais, exactement. Ce débat, on a mis en opposition Devin Booker et Karl Anthony Towns. Donc certains étaient du côté de Devin Booker, d'autres, moi pour ne pas me citer, étaient du côté de Karl Anthony Towns. Et en fait, c'était un peu le battle des 2 individualités qui sont vraiment très très fortes, qui sont potentiellement All-Star, et il y en a un qui a un potentiel MVP pour moi, mais Devin qui Booker. ont un problème de bilan collectif qui cette année est enfin rectifié, puisque les 2 équipes Suns et Wolves sont, à l'heure où on parle, avec un bilan positif. Juste avant de commencer le débat, là j'ai sous les yeux et je tombe vraiment dessus, qui a été publié il y a 1 minute, un power ranking d'un compte Twitter qui s'appelle NBA Math, qui est plutôt assez reconnu,
qui a fait une sorte de power ranking des meilleurs joueurs depuis le début de la saison avec des stats plutôt avec plein de stats mélangées. Et c'est intéressant parce que ça correspond à notre débat. À la 12e position, on retrouve Devin Booker et à la 8e position, on retrouve Karl Anthony Towns. 8e. Donc voilà, pour d'autres infos, par exemple, il y a Butler 9e, Anthony Davis 7e et LeBron James 5e. C'est quoi le top 5, s'il te plaît? Juste Le top 5 n'a pas encore été publié, D'accord, ok. ça devrait arriver sous quelques minutes. Mais voilà, je crois qu'il y a Thomas qui a un mea culpa à nous faire. Thomas, vas-y. Ouais, Je sais que c'est difficile vous pour voulez, toi. mais, enfin, moi, j'avoue, j'ai jamais vraiment apprécié Karl Anthony Towns. Je trouvais toujours Il l'a dit, qu'il- ça y est. qu'il postait un peu des stats dans le vide et que ça servait à rien puisque son équipe n'arrivait tout de même pas à gagner malgré les stats monstrueuses qu'il posait. Et j'avoue que cette année, oui, j'ai un petit mea culpa à faire parce que je reconnais que je trouve qu'il a pris en maturité et son équipe arrive à gagner des matchs. Mais en reprenant ton argument, comment tu pouvais du coup préférer Devin Booker qui gagnait encore moins de matchs que les Wolves depuis le Je vais t'expliquer parce que les Suns, je trouve que c'est encore plus chaotique justement que les Timberwolves et je trouve que Karl Anthony Towns, il a eu la chance de jouer avec des joueurs qui étaient Exactement. quand même bons, genre Jimmy Butler, tu vois, et Jimmy Butler Même a Andrew dit que Wiggins. c'était Attends. une bible Attendez, et je vais on parle quand même de deux gros talents dans des franchises extrêmement mal gérées qui sont Bien mieux sûr. gérées maintenant. bien sûr. Donc là, c'est les ce que- deux, bien sûr, c'est ce que je dis. pense pas Mais je trouve que- que Karl Anthony Towns, il a eu la chance de jouer avec des joueurs qui étaient quand même meilleurs individuellement. Avec un joueur, Butler. Non mais ça Bah, fait il y a non aussi mais il y a des- Butler, aussi d'Andrew il y a Wiggins, des Butler, Jeff Teague, l'effectif, faut pas ouais, non plus exactement, c'est un faire effectif qui a toujours été globalement Globalement meilleur et et- se taper Asia et même- Kanan, quoi. et même aujourd'hui non mais c'est vrai, et même aujourd'hui même si Karl Anthony Towns est clairement le franchise player des Wolves, il y a un gros Andrew Wiggins qui est à côté de lui. Cette année, oui. Devin Booker, même s'il a des gros joueurs qui sont à côté de lui, je pense que du calibre et du potentiel d'Andrew Wiggins, à côté, il n'y en a pas. Et je trouve que collectif. Alors, moi, je suis pas en train de vous dire que je trouve Booker plus fort. Sûrement que Karl Anthony Towns, même si c'est des postes différents et que c'est toujours difficile de comparer deux postes différents, est un joueur qui est intrinsèquement plus fort aujourd'hui. Mais moi, je suis plus sensible au basket proposé et à ce que fait Devin Booker, tout simplement parce que déjà je trouve qu'il y a eu un petit peu moins de lumière qui ont été mises sur lui depuis qu'il est arrivé en NBA, mais c'est quand même un mec, alors je les ai pas en tête, je les ai pas notés, j'ai pas fait mon travail, je suis désolé, mais qui a des records de précocité assez impressionnants. À chaque fois que je le retrouve dans des stats, c'est le premier joueur de moins de 20 ans qui avait fait ci, de moins de 21 ans qui avait fait ça. C'est un joueur, on parle d'un joueur qui a mis 70 points sur la tête des Celtics. Tu vois, c'est pas anodin ce genre de choses là, et je trouve que ça n'a pas assez été mis en valeur par rapport au traitement médiatique, pas forcément médiatique, mais au traitement qu'a Karl Anthony Towns. Après, moi je suis désolé les gars, mais je trouve que c'est un peu un faux débat parce qu'en fait, moi je trouve que les joueurs ils ont surtout progressé dans le rôle qu'ils ont dans leurs équipes. Je trouve Devin Booker, on savait qu'il faisait des stats et justement on qualifiait qu'il faisait un peu des stats dans le vide. Et en fait, cette année, il a surtout progressé dans son impact défensif et le fait d'être entouré de meilleurs joueurs avec un Rubio. Il joue à son poste surtout. Et il a un coach aussi. Il a Ça, un c'est coach, important. Ouais, le fait d'avoir un vrai Tout meneur va à mieux côté de pour lui lui, avec Rubio, qu'au début de saison, quand il y avait Ayton, ça jouait pas mal aussi. Et je trouve que justement, en fait, désormais, il apporte vraiment. En fait, il a un réel impact sur les victoires ou non de ses équipes. Et en fait, Towns. C'est un peu la même chose parce que Towns sous C'est un peu la même Thibodeau, chose. il était déjà un monstre statistique parce qu'il avait ce talent offensif, mais en fait, il n'était pas utilisé comme il devrait. C'est-à-dire que là, depuis que Sanders a pris les commandes, il a vraiment mis Towns au centre du projet. Et c'est vrai qu'au final, Booker et Towns, il y a ce parallèle, comme tu as dit Lilian, ils sont enfin mieux utilisés dans un système où ils sont plus efficaces et où ils peuvent enfin stater avec des victoires. Ouais, mais tu vois, Towns, sous Thibodeau, il n'était pas établi comme le franchise player. Il était derrière Butler, il était même derrière Wiggins. Et il est Presque derrière Rose. et il était vraiment sous-utilisé par rapport au talent qu'il avait. Et en Oui, fait, c'est ce que je dis. oui, bien sûr. Mais et là, vraiment, il prend le. Enfin, Saunders lui donne la pleine confiance. Il mène les pick and roll. Il prend des step Shoot à back à 3 points en points. transition. Enfin, il fait des 7 sur complètement- 15. 6 sur 12 à 3 points sur un 7 match. sur 7 15 sur 15. Il fait des trucs complètement dingues. C'est n'importe quoi. Alors qu'il n'a pas forcément un effectif autour de lui qui. Enfin, en fait, il est obligé de tout faire. Et s'il aurait rien qu'un meilleur spacing à côté de lui. Ça, ouais, les Wolves avec le Magic, c'est l'équipe qui shoot le moins bien à 3 points. Ils sont à 30%, 31% à 3 points. Kat, il est à 45% à 3 points. C'est Il en indécent. prend 4 ou 5 en moyenne. C'est le meilleur shooter de l'équipe. Ouais, c'est ça, il Donc, shoot. Il a beaucoup plus de caractère aussi. Enfin, les deux, autant on pouvait Il en prend jamais 9 remettre en par cause. équipe. Il en prend 9. par match, ouais. 9 par match. Il en met 4. Et quand on voit, 9 tirs à 3 points. quand on voit par exemple que Booker a toujours eu ce côté besogneux caractère, là où peut-être, je pense que Thomas sera d'accord, là où Towns a mis beaucoup plus de temps à éclore dans son caractère, dans son leadership, et là je pense qu'on sera d'accord, où cette année où on voit vraiment un 4 qui devient un bonhomme, vraiment patron d'équipe, on l'a vu.
juste faire taire Embiid, par exemple, on l'a revu même contre les Spurs où pareil il avait vraiment porté avec Rudy Gay là, bien frité. C'était un des reproches qu'on pouvait faire et que tu faisais d'ailleurs un peu l'année dernière à Thomas, trop calme un scoreur calme dans son leadership. Il y avait toute l'affaire avec Butler sur lequel il y avait pas mal de rumeurs dans les vestiaires où Towns avait eu du mal à un petit peu accepter tout ça. Là, il a l'air d'avoir pris un peu plus de gab mentalement, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il a pris en maturité. Et c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que je reconnais que je dois faire mon mea culpa aujourd'hui en live. C'est intéressant parce qu'ils ont exactement le même bilan, les deux équipes. Phoenix et Minnesota qui sont 8-8, même les deux. Là, je parlais du power ranking. Là, j'ai juste leur stat de points par match, 26-4 pour l'un, 24-8 pour l'autre. C'est plus ou moins similaire. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit concernant le faux débat. Hein. Je suis peu d'accord. C'est ce que j'ai introduit ça comme ça. C'était un faux débat déjà de base, mais qui a duré en fait. Qui durera encore peut-être. Hein. C'est surtout que, il y avait, je me rappelle, c'était les classements des joueurs de moins de 23 ans, je crois, et forcément, là on a vu le classement par exemple de Magic Johnson là, qui a foutu un classement pour le MVP cette saison. Des classements comme ça, il y en a tout le temps et ça donne toujours lieu à des débats incroyables qui sont plus ou moins justifiés d'ailleurs. Oui, Sam. Parce que Magic Johnson, il est fort. Il a fait un classement de 16 gars pour le MVP. Déjà, d'où tu sors une liste de 16 gars pour le MVP, mais en fait, il en a mis 13 dedans quand tu comptes. Voilà, c'est juste ça que je voulais soulever. Et il a mis Tatum devant Booker et Towns. Donc toi, ça fait partie des... Même moi, ça m'a choqué. Il y a une autre petite question dans le sens où est-ce que Towns, c'est clairement un candidat MVP? Dans une équipe qui tourne, il est candidat MVP. Tu le mets dans une équipe qui tourne, il est candidat MVP. Est-ce que Booker, c'est la même chose? Moi, je vais te dire pourquoi non. Parce que Towns, c'est une superstar, all-star, excellent joueur, top player de la ligue. Pourquoi aujourd'hui, je trouve que c'est pas encore un candidat éligible je sais pas si ça se dit, hein, au MVP. Éligible. Merci, Yonim. Et tout simplement parce que je le trouve pas encore assez clutch. Et non mais c'est un pivot aussi. Hein. Tu peux pas. C'est plus difficile pour un pivot de prendre les shoots de la gagne qu'un guard. Au-delà du côté clutch, t'as juste son côté polyvalent. Il a un 12 double-double en 14 matchs et sa constance, il rate tellement peu de matchs. Le premier match qu'il a raté en 4 ans, c'est parce qu'il a eu un accident de voiture. C'est vraiment, il y a au-delà du côté clutch qui est totalement valable, il y a d'autres facteurs qui sont plus intéressants. Après, je parle pas de Towns MVP aux Wolves dans ces Wolves là parce qu'il le sera pas, mais dans une équipe qui tourne plus. Outre le fait clutch, j'arrive pas à me projeter parce que je le trouve pas encore. Je trouve qu'il a pas encore cette aura dans la ligue de futur MVP. Moi personnellement, je l'ai ressenti avec Embiid, alors que même s'ils ont, je sais pas s'ils ont le même âge ou quoi, mais en termes d'expérience en NBA, je crois que même Towns a disputé beaucoup plus de matchs, il est là depuis plus longtemps qu'Embiid, et pourtant Embiid, je le ressens. Là-dessus, je trouve que le supporting cast il joue beaucoup. Je trouve que le supporting cast Philadelphie, Minnesota, ça joue énormément dans ce débat entre Embiid et Towns. Il est plus two-way que Towns. Mais je sais pas, moi je sais pas, j'arrive pas à voir Towns, c'est-à-dire que j'ai l'impression, et c'est sûrement qu'une impression, mais j'ai l'impression que, alors on a dit qu'il avait un meilleur rôle, qu'il avait vraiment step up dans tous les domaines cette saison, mais j'ai l'impression que s'il était dans une autre équipe que Minnesota, c'est-à-dire que s'il avait un autre joueur, j'arrive pas à voir Towns numéro 1 d'une équipe qui peut viser le titre, tout simplement. Et Booker, tu peux l'imaginer un peu plus? Pas Booker non plus. Non, Booker non plus, honnêtement. Hein. C'est pour sortir du débat. La Par question exemple, un Towns à Boston. Bah là tout de suite c'est différent. Mais est-ce que Towns à Boston il serait numéro 1 de Boston? En termes de leadership, mais après il est encore jeune. Hein. Moi c'est le leadership 23-24 ans. Qui lui manque encore. Moi je pense que ça serait un très bon. Alors le mot pion est un peu péjoratif, mais ne pas vraiment le considérer comme ça. Mais je pense que ça serait vraiment une pièce du puzzle très importante, mais ça serait pas celui qui est tout en haut. Par exemple, par rapport à Davis, qui est un peu dans la même situation, un score de fou quand il est MVP, first pick comme lui. Dans une équipe qui tournait mal, un peu plus blessé Davis, c'est un petit peu la même chose, sauf que Davis a quand même une aura un petit peu supérieure, alors que Towns c'est Davis a une aura un peu supérieure parce que déjà Davis, alors après c'est des faits, tu vas me dire qu'il faut pas se baser sur des faits, mais déjà Davis il a fait un truc que Towns il a pas fait, si je dis pas de conneries. Davis c'est plus ou moins le même poste que Towns, c'est un intérieur, et Anthony Davis il a mis un shoot de la game pour qualifier son équipe en playoff. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas de conneries. Non mais c'est un truc, je t'ai pas dit que Towns l'a pas fait, mais c'est un truc que je ne le vois pas faire. Aujourd'hui, je pense pas qu'il en soit capable. Moi je me rappelle d'un dernier match entre les Nuggets et les Wolves pour la dernière place en playoff où Towns est totalement monstrueux, mais en face les Nuggets aussi. C'est pas un buzzer, mais il y a aussi ce genre de match référence. Après pour terminer sur le leadership de Towns, en fait je pense que c'est un leader un peu nice guy. C'est-à-dire que
si tu lui dis pas de prendre le pouvoir, il va pas le faire. Et moi, ça me rappelle un peu les débuts de Lillard, qui l'avait dit plus tard, il avait beaucoup eu de mal à s'affirmer quand il y avait encore Aldridge. Et il a vraiment fallu le départ d'Aldridge pour que lui prenne vraiment qu'il prenne son rôle de leader à cœur. Et c'est un peu la même chose en fait là cette année. C'est Ryan Saunders, il a dit écoute Kat, là je te donne les clés, tu mènes l'équipe à ta sauce. Et je pense qu'en fait c'est juste qu'il faut lui donner les clés et il les prendra. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut pour un MVP? Est-ce qu'un MVP n'a juste pas le droit d'être un nice guy? Et quand tu regardes les derniers MVP, ça se confirme un petit peu peut-être. Il faut un MVP qui fronce les sourcils. Il y a plein de joueurs qui ont la banane, c'est très caricaturaliste, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'ai pas l'impression que Karl Anthony Towns, même sur le long terme, soit capable d'être celui qui domine la ligue. Je le vois pas. C'est peut-être celui qui peut gagner une bague avec ce genre de mentalité. Oui. Après, mais avec c'est un leadership collectif différent. Tu sais, Tim Duncan, c'était pas. Il avait un leadership assez calme, le leadership de l'exemple, toi. Ouais, mais Tim Duncan, c'était lui. Tim Duncan, c'est. Je compare pas les deux non, en termes de talent. Non, je parle pas de talent, mais je parle de. On a vu la cérémonie des Spurs. Tony Parker, quand il savait qu'il allait être titulaire, il a dit à Pop, est-ce que t'as vu avec Tim? Je pense pas qu'un joueur il va demander l'avis de Karl Anthony Towns dans le vestiaire. Moi, je trouve qu'on est sévère, c'est un jeune joueur, on va lui laisser du temps. Et ça va être un multiple All-Star, tout ce que tu veux. Il va peut-être un jour gagner une bague, mais ça va pas être. Selon moi, il sera jamais MVP. Moi, je le vois pas être MVP un jour, Karl Anthony Towns. Déjà, avant d'être MVP, est-ce que vous pensez que là, Towns et Booker, dans ces configurations nouvelles où ils gagnent enfin, est-ce que l'un des deux va connaître les playoffs pas pour la première fois, Towns il est déjà connu. Est-ce que Towns va faire une deuxième campagne de playoffs ou Booker va faire sa première cette saison? C'est compliqué, ça va dépendre déjà des Spurs, des Blazers, déjà Mavs, notamment. Après, je sais pas, je vois plus les Suns faire un coup. Plus que les Suns, plus que les Wolves? Ouais. Est-ce que Wiggins, peut-être que là il est en feu en début de saison et il retomberait dans ses travers Déjà, faut attendre la régularité de Wiggins. Moi, je vois aucun des deux personnellement. Je pense aussi que ça va redescendre tranquillement, tout en même s'il faut mettre vraiment en avance les prestations de ces deux équipes. S'il n'y avait pas eu peut-être la suspension de Dayton pendant 25 matchs, aussi, on en reparlerait peut-être autrement, mais après... T'imagines cette équipe de Phoenix avec un rookie Rubio, donc QI basket, Saric QI basket, Booker aussi fort qu'il est, et Ayton pour jouer les pick and roll, ça peut être vraiment dangereux aussi. C'est vrai que l'arrivée de Rubio a fait beaucoup de bien du côté des Suns cette saison. Mais si on va en terminer là, alors pour clore ce débat, pourquoi aussi on a décidé de parler de ces deux joueurs, parce qu'ils ont une relation, ils sont de la même draft, ils ont une relation assez proche. On l'a vu là avec, ils étaient en couverture du magazine Slam avec D'Angelo Russell. Tous les trois, ils sont assez, on les compare souvent, ils sont assez proches, ils passent souvent les étés ensemble et c'est vrai qu'on aime bien les comparer. Alors ces trois joueurs là et puis Book et D-Book et Kat aussi, important de voir la relation qu'ils ont et de les comparer justement. Messieurs, on va clôturer là, on a dépassé un petit peu le quota horaire, mais on avait beaucoup de choses à se dire encore une fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Je rappelle que vous pouvez nous écouter et nous réécouter surtout en podcast sur Spotify, sur iTunes Music, sur Mixcloud, Soundcloud et puis sur YouTube aussi depuis cette année. Merci beaucoup messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se retrouve sur les réseaux. À la semaine pro. Salut à tous. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Timeout On Air et Timeout-NBA.